Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance de cinéma publique payante à Paris. Les Frères Lumière décident d'organiser une série de projections dans le sous-sol du Grand Café, donc dans le quartier de l'Opéra. Et à ce moment-là, c'est une trentaine d'individus qui assistent à un événement majeur du 7e art. En 2024, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée, c'est 180 millions d'entrées en salle, rien qu'en France. Donc en un peu plus d'un siècle, le cinéma a drastiquement évolué sur beaucoup de points, et on va voir aujourd'hui pourquoi il a pris autant de place dans notre société. Cette question, elle m'est venue quand j'ai fait une rencontre en février, et cette personne, elle m'a demandé pourquoi j'étais autant passionnée de cinéma. À ce moment-là, j'ai eu un blanc total, parce que je ne me suis jamais posé la question. Et à vrai dire, je sais que je ne suis pas la seule à être passionnée de cinéma, et même sans parler de passion, je suppose que beaucoup d'entre vous aiment regarder des films, aiment le cinéma. Et donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question ensemble. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais juste mentionner deux choses. La première, c'est que la majorité, voire tous les films que je vais citer, sont des films américains et français, pour la simple et unique raison que c'est ce que je regarde. Voilà, mon parcours de passionné de cinéma est encore un peu récent, et donc je ne me suis pas forcément penchée encore sur le cinéma italien, allemand, japonais, voilà. Donc je vais me concentrer sur ces deux types de films. Et également, je ne vais absolument pas mentionner le côté financier, marketing du cinéma et comment c'est devenu une industrie. Je vais mettre ça de côté pour me concentrer uniquement sur l'art pur du cinéma. Pourquoi on aime autant regarder des films et pourquoi c'est devenu assez commun d'aimer le cinéma. Alors, premièrement, le cinéma est un miroir de la société. Très clairement, on peut s'en apercevoir à travers les techniques utilisées, les plans, si le film est muet ou non. Il y a plein d'éléments qui déjà nous donnent des indices sur l'époque à laquelle le film a été créé. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. À chaque fois que je vais vous donner un argument, il y aura des exceptions. Voilà. Mais par exemple, de manière générale, il y a des thèmes qui reviennent en particulier à des époques bien précises. C'est notamment le cas des films de guerre. Si je prends l'exemple de la guerre du Vietnam qui se termine en 1975, eh bien on va voir une vague de films arriver dans les années 70-80 qui traitent de ce sujet, ou du moins qui posent l'histoire dans le contexte de la guerre du Vietnam. Instinctivement, on peut penser à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ou Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Selon le point de vue qui a été adopté dans le film, on peut également essayer de deviner l'époque à laquelle il a été créé. Encore une fois, je prends l'exemple des films de guerre, mais cette fois-ci en mentionnant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en sortant de cette guerre, eh bien, on a tendance à héroïser les soldats qui vont au front. Alors attention ici, je ne remets absolument pas en cause leur dévouement et leur implication dans le conflit, mais en tout cas, il y avait cette notion de héros qui arrive directement à la sortie du conflit dans les films. Aujourd'hui, le point de vue, il est un peu diversifié, et on peut retrouver des films comme Dunkerque de Nolan, où le réalisateur met en avant le personnage individuel plus que l'expérience collective du débarquement. C'est-à-dire qu'il va montrer Tommy, un jeune soldat, qui a pour but seul de survivre à la Seconde Guerre mondiale. Absolument pas de jouer les héros, mais juste de survivre. Et c'est sûrement ce que beaucoup ont pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, essayer de survivre par leurs propres moyens, sans vouloir jouer les héros, comme on peut voir dans certains films de guerre. Autre exemple, celle de la collaboration du régime de Vichy, qui est très peu mentionnée dans les films d'après-guerre, ou du moins j'en ai pas vu beaucoup, donc il est difficile de s'imaginer un film comme La Rafle sortir dans les années 45-50, vu que c'est un film qui traite du sujet de la rafle du Veldiv. Le cinéma comme miroir de société est un concept assez parlant quand je vous parle des films de guerre, mais aujourd'hui aussi, sans s'en rendre compte, on est en train de marquer le cinéma à notre façon, en évoquant des thèmes d'actualité comme l'écologie, les questions de genre, les inégalités, le féminisme. Tout ça, on est en train de le mettre sur grand écran,
ce qui n'avait pas lieu avant, ou beaucoup moins en tout cas. On peut mentionner Emilia Pérez, le film Emilia Pérez, on peut mentionner Call Me By Your Name ou Don't Look Up. On peut également mentionner le mouvement Black Lives Matter, apparu en 2013, et à partir de cette date, on va voir arriver un certain nombre de films qui traitent de cette injustice raciale et des discriminations subies par les personnes noires. Par exemple, un film qui m'a marqué, qui vous a peut-être marqué aussi, c'est Selma, qui retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir l'accès au vote à tous les citoyens. Le cinéma est donc non seulement le miroir de la société, mais également un outil de la mémoire collective. Et il ne sert pas qu'à raconter une histoire ou à transmettre une mémoire, puisque le pouvoir émotionnel du cinéma est incroyable. À titre personnel, je considère que ressentir un art, c'est tout son but. Peu importe l'art. Là, ici, on parle de cinéma, mais ça peut être la photographie, ça peut être le théâtre, voilà, la peinture, toute forme d'art. Alors ça dépend de la sensibilité de chacun et du film en question, mais de manière générale, on peut passer par un tas d'émotions. La joie, la tristesse, la colère, la frustration, la culpabilité, la jalousie et encore plein d'autres. Et on peut les ressentir parce que on s'identifie au personnage ou à la situation. Ce qui me vient naturellement à l'esprit, c'est la scène de la crise d'angoisse de Riley dans Vice Versa 2. Si vous avez déjà fait une crise, cette scène a pu vous toucher, mais si vous n'en avez jamais fait, eh bien vous avez pu vous mettre dans la peau de quelqu'un qui en fait une pendant quelques instants et vivre une émotion assez intime, assez personnelle. Parce que les émotions n'arrivent pas seulement quand on s'identifie au personnage ou à la situation, mais aussi dans des contextes qui ne vont probablement jamais avoir lieu, ou avec très peu de chance, voilà. Comme marcher sur la lune ou devenir empereur. À titre personnel, c'est absolument pas dans mes plans. Voilà. Je vais faire également un point sur l'impact de la musique, puisque c'est en partie elle qui donne le ton, qui donne l'ambiance et qui permet de faire ressentir les émotions aux spectateurs. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une bande-son joue un rôle assez important sur le pouvoir émotionnel du cinéma, et certaines d'entre elles ont tellement joué qu'elles sont devenues iconiques, comme celle d'Harry Potter ou celle de Star Wars. Et imaginez 2 secondes ces films avec une autre bande-son. L'ambiance serait totalement différente. Je ne dis pas qu'elle serait moins bien ou mieux, ce serait juste totalement différent. Et pour ça, on peut remercier 2 GOAT, vraiment, notamment John Williams et Hans Zimmer, qui nous ont produit mais des masterclass, les gars, on s'en rend pas compte, bref. Personnellement, c'est mes 2 piliers, c'est les 2 piliers assez basiques du cinéma, voilà, mais si vous avez d'autres piliers de la musique, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ensuite, l'émotion est ressentie grâce au lieu en lui-même, c'est-à-dire que le cinéma est une expérience en soi. On va au cinéma comme on pourrait aller au théâtre, comme on pourrait aller au match de foot. On attend de vivre quelque chose dans ces endroits. Et c'est encore plus le cas quand aujourd'hui vous avez des séances en 3D, en 4DX, en IMAX qui sont proposées dans les salles. Et je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai été reconnaissante de découvrir un film dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans une salle de cinéma, sur grand écran, avec un bon son, parce que ça change réellement votre perception du film. Je vais vous donner un exemple, si vous êtes de ma génération, vous allez forcément approuver. Découvrir Avatar en 2009 en 3D, ça n'a, mais alors, rien à voir avec le fait de le découvrir sur votre télé, dans votre canapé. Rien à voir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon premier souvenir de cinéma et mon premier souvenir de vie, c'était en 2005, et j'ai été voir Winnie l'ourson et les félins. Et donc faut se mettre dans ma peau, hein, j'ai 3 ans à ce moment-là, je découvre la salle de cinéma, l'écran qui est 15 fois plus grand que moi, le son qui me pète les tympans, mais c'est une expérience qui m'a marquée, puisque je vous en parle aujourd'hui. Et alors je me rappelle très peu du film, je vais pas vous mentir, mais je me rappelle que je sors en pleurs de la séance, je ne sais pour quelle raison, mais voilà, le pouvoir émotionnel est visible dans cet exemple-là.
pour continuer sur la question pourquoi le cinéma a-t-il pris autant de place dans notre société, je vais vous mentionner quelque chose qui vous paraît assez logique, mais qui est quand même à mentionner dans cette vidéo, c'est le fait que cet art nous connecte, tout simplement. Voilà, faut pas chercher midi à 14h, il nous connecte parce que, alors même si j'aime pas l'idée des classiques à regarder ou des références incontournables du cinéma, parce que je considère que chacun a ses références selon le chemin de spectateur qu'il a emprunté, et bien en tout cas ça nous connecte d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un et que son film préféré est également le vôtre, mais les gars, c'est plus un inconnu cette personne, c'est littéralement votre best friend. Inconsciemment, vous allez vous sentir plus proche de lui. Et d'ailleurs, même si c'est pas son film préféré, le simple fait qu'il l'ait vu et que vous en discutiez, bien vous allez vous sentir plus proche de lui, tout simplement. Par exemple, ma génération a grandi avec les Disney, les Pixar, les Harry Potter, et du coup c'est un moyen de trouver sa communauté grâce à ces films qu'on a beaucoup regardés pendant l'enfance. Ça peut être le cas des films de Miyazaki aussi, ou des gros réalisateurs comme Scorsese, Tarantino, Spielberg, enfin voilà, vous en connaissez sûrement plusieurs. Et ces personnes qui sont tout aussi passionnées que vous, ou du moins qui aiment tout autant un film, un genre, un réalisateur, vous pouvez les rencontrer dans la rue, via vos amis, sur internet, mais vous pouvez aussi les rencontrer lors des festivals de Cannes, de Venise, de Berlin. Les gars, vous avez 12 000 festivals de cinéma par an dans le monde. Vous avez le choix. Mais vous pouvez aussi les rencontrer en allant à une exposition à la Cinémathèque, en allant acheter un magazine de ciné ou une biographie d'un acteur que vous aimez bien. Bref, le cinéma, ça ne s'arrête pas aux salles de projection et aux plateformes de streaming. C'est bien plus que ça. Le cinéma, ce n'est pas simplement le fait de voir des films, c'est en débattre, c'est en recommander, c'est en regarder grâce aux autres aussi. Voilà. Le cinéma, c'est donc bien plus qu'un lieu, c'est bien plus qu'une liste de films à voir, puisque c'est aussi un outil philosophique dont les films sont la métaphore de la condition humaine. Beaucoup de films nous font réfléchir sur des thèmes très diversifiés, la liberté, la moralité, la réalité, la vie, l'amour, la mort, la souffrance, encore plein d'autres. Et en regardant ces films, on peut essayer d'adopter un autre point de vue sur ces sujets, mais aussi on peut se questionner sur la façon dont on agirait dans une situation particulière. Et pour vous prendre un exemple assez parlant, je vais vous mentionner le cinéma de Nolan qui remet constamment en question la notion du temps et la perception de la réalité. Que ce soit dans Memento, Inception, Interstellar, Tenet, à chaque fois, ces films nous questionnent sur la manière dont on perçoit le temps et la manière dont on perçoit la réalité en elle-même. Alors vous avez d'autres exemples assez connus comme La ligne verte qui remet en question les notions de justice, d'injustice, de bien, de mal. Vous avez aussi Le cercle des poètes disparus qui nous interroge sur les limites de l'éducation traditionnelle et les attentes sociales, familiales. Vous avez aussi le Truman Show qui souligne les concepts d'identité, de manipulation, de surveillance, de liberté. Ces films, devenus alors outils philosophiques, peuvent également être vus comme des instruments de guérison pour nous permettre de surmonter nos traumatismes, de comprendre nos émotions. Et en se questionnant sur ces thèmes, le film va nous apporter des éléments de réponse, que ça soit ceux qu'on attendait ou non. En tout cas, il va nous les apporter. Et si on regarde le film au moment où on avait absolument besoin d'une réponse, le film va encore plus nous marquer. Et ces films peuvent même marquer à vie. À titre personnel, j'ai découvert la saga Rocky quand j'avais 8 ans et j'ai adoré. Mais à la fin du premier film de la saga, Rocky perd le combat contre Apollo Creed. Et c'est dans ça que réside toute la beauté de ces films, du moins de ce film déjà. Ça explore des sujets, des thèmes assez universels concernant la lutte, la persévérance, le dépassement de soi, la détermination, et explore aussi en profondeur cette notion d'échec et comment un échec peut nous permettre de nous construire individuellement.
Alors à 8 ans, j'avais pas forcément besoin de toutes ces réponses concernant le dépassement de soi, la quête de sens, la notion d'échec, mais plus tard, notamment vers mes 15 ans, quand j'ai commencé à avoir mes premiers doutes et cette peur de l'échec qui arrive, eh bien ces films m'ont grandement servi et grandement marqué. Finalement, en plus de tous les points que j'ai pu mentionner, je trouve ça logique que beaucoup d'entre nous aiment le cinéma pour une raison particulière. Le cinéma n'est pas un art. C'est plusieurs arts qui sont combinés. Vous avez celui de l'écriture, du cadrage, du jeu d'acteur, du maquillage, du costume, de la colorimétrie, du montage, du son, de la musique, des effets spéciaux et encore plein d'autres, que c'est obligé que vous ayez au moins un aspect du cinéma que vous aimiez un petit peu plus que les autres. Et le cinéma, c'est finalement trouver un équilibre entre toutes ces disciplines et que tout s'emboîte correctement. Parce que s'il y a un aspect parmi tous ceux que je viens de vous citer qui est beaucoup plus en dessous que les autres, ça va forcément se ressentir lors du visionnage. Donc le cinéma, c'est clairement un travail de titan. Pour terminer, le 7e art est devenu un langage universel capable de captiver, d'émouvoir, tout en retranscrivant une époque en particulier, ainsi que les aspirations et les préoccupations de la société en question. Ça nous divertit, ça nous permet de voyager, mais ça nous permet aussi de questionner le monde qui nous entoure, ainsi que nous-mêmes. Le cinéma est donc devenu un pilier incontournable de la culture. C'est une fenêtre par laquelle nous apercevons l'âme du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, la team. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à l'écrire, évidemment, puisqu'on parle de ma plus grande passion. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je ne connais pas encore le sujet parce que vous l'aurez remarqué, cette chaîne n'a aucune direction artistique, les gars. Aucune. Donc c'est le mystère pour vous comme pour moi. En tout cas, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!